Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Poker, votre émission. Une émission qui vous donne l'occasion d'écouter, de suivre des cartes politiques, économiques, culturelles et des cartes de sport aussi. Évidemment, ce soir, nous allons parler plus de sport. Vous savez que le Congo-Brazzaville, notre pays, a vécu des moments de troubles ou bien de remous depuis la fin de l'année 2024. Et maintenant, il a été rétabli par la FIFA. Nous allons en parler avec notre joker de ce soir. C'est monsieur Roch Franky Luemba. Il est le président de l'association sportive des cheminots. Monsieur le président, bonsoir. Bonsoir Hassan Séverin. Bienvenue au poker. Merci de me recevoir chez vous. J'espère que ce ne sera pas un poker menteur. En tout cas, c'est vous qui menez le jeu, le game, il vous appartient. Donc, on le disait à l'introduction, vous êtes le président de la section football donc des cheminots, qui est une grande équipe, une équipe pleine d'histoire, qui a livré des grands derbies dans ce pays, entre les équipes de Pointe-Noire et de Brazzaville. Aujourd'hui, peut-être, nous en parlerons. Le public constate qu'il est devenu l'ombre de lui-même, ce grand club plein d'histoire. Mais on en parlera certainement, qu'on peut se tromper dans notre analyse aussi. Mais parlons donc de la fin de l'année 2024. Cette année-là, à partir du mois d'octobre, déjà 25 septembre, Assemblée générale extraordinaire de la FECOFOOT qui ne se tient ou qui ne se tient pratiquement pas ou dans les conditions un peu difficiles. On en sort avec une commission ad hoc dont vous assurez les responsabilités de vice-président. On va pas revenir faire et tout ça là, mais quand même, qu'est-ce qui vous motive à cette époque-là pour mettre en place, pour balayer la fédération congolaise de football à la place et mettre en place une commission ad hoc? Merci Hassan Séverin. On aurait voulu que les choses se passent autrement. Il ne s'agira pas de repartir aux origines de cette crise qui, à mon avis, avait trop duré. On aurait voulu que les choses se passent autrement. Malheureusement, pour question d'ego en réalité, ce que les clubs mettaient sur la table comme objet de courroux, pas de revendication, mais comme des sujets sur lesquels ils espéraient que les gens se réunissent et en discutent, n'avaient pas été pris en compte à l'époque par le comité exécutif. Et donc, les clubs, en toute responsabilité, ont cru, au regard des textes qui régissent la fédération, user de ces articles-là pour convoquer une réunion extraordinaire, afin, en ce moment-là, eux-mêmes de prendre leurs responsabilités. Et il fallait les prendre jusqu'au bout. Cela supposait qu'à la fin d'une telle assemblée générale extraordinaire, qu'une commission soit mise en place pour prétendre se substituer au comité exécutif qui lui était élu 2 ans auparavant. Moi, si j'ai une leçon à tirer, mais les gens retiendront quand même un peu dans tout ça. C'est cette espèce, peut-être pas de violence aussi grave, mais quand même, il y a eu cette violence. Vous mettez tout le monde dehors, vous fermez à clé le siège de la FECOFOOT, parfois devant les responsables de la FIFA et de la CAF. Écoutez, quelle image! J'ai dit qu'il fallait pas qu'on revienne là-dessus, mais d'un trait, c'était la conséquence de l'Assemblée générale extraordinaire. C'est pas les moments les plus glorieux. On n'a pas à s'en féliciter. Est-ce que c'était une mauvaise lecture des textes, non, c'est pas une mauvaise lecture des textes. Vous savez, les textes, selon qu'on se place de tel ou tel côté, on les interprète tels qu'on veut. Mais, Monsieur Séverin, globalement, toute organisation humaine comporte quelques failles, quelques difficultés. La fédération qui a en son sein des clubs, il y a eu un moment de flottement, il y a eu un moment de grosses difficultés. Et cette assemblée générale, on pensait pouvoir résoudre le problème. Simplement, on s'est retrouvé dans une situation où, si on s'entêtait dans cette voie, on emmenait on conduisait avec nous tout le pays dans l'abîme. Et d'ailleurs, la suspension qui est arrivée au mois de février est la conséquence de cette démarche que nous pensions respecter les textes, mais qu'à un niveau beaucoup plus élevé, notamment au niveau de la FIFA, qu'on a estimé que les choses n'auraient pas dû se passer comme ça. C'est pour ça que moi, je me réjouis que finalement, aujourd'hui, que les choses soient rentrées dans l'ordre et que nous soyons en train de travailler plutôt à un retour normal de la fédération et donc à une reprise progressive des compétitions. Au niveau de la FIFA et de la CAF, à l'époque, on parlait d'une ingérence gouvernementale. Lorsque vous vous êtes installé, est-ce que là, vous avez un commentaire à faire?
Derrière vous, il y avait le gouvernement, il y avait le ministre des Sports, il y avait quelqu'un qui vous poussait à... Les dirigeants de clubs gèrent leur club au quotidien sans qu'ils aient besoin que quelqu'un vienne leur dire ce qu'ils doivent faire. Pourquoi en ce moment-là? Pourquoi, pour ce qui concerne une structure à laquelle ils appartiennent, pourquoi devrait-on attendre qu'une autre personne vienne leur dire voici les dysfonctionnements? Donc l'ingérence, moi je ne veux pas me substituer à la FIFA, c'est eux qui ont vu qu'il y avait une ingérence. Nous, dirigeants de clubs, avions posé un certain nombre de problèmes, que nous pensons d'ailleurs que ces problèmes devront être résolus, maintenant dans un cadre beaucoup plus normal. Donc l'ingérence, je laisserai ça à la FIFA. Mais vous, très rapidement, 3 mois après, vous avez pensé que vous ne devriez plus continuer avec les autres. Vous les avez abandonnés. Abandonnés, non. J'ai dit que je partais pour convenance personnelle. On a aussi une vie d'ailleurs. Et donc, peut-être que vous avez compris que c'était un mauvais chemin que vous aviez pris en vous installant comme commission ad hoc. C'est pas un mauvais chemin. Mais il fallait aussi se rendre compte d'une chose. Cette voie était sans issue. C'était une impasse. Voilà. Cette voie était sans issue. Il nous fallait réfléchir à d'autres possibilités, d'autres sorties. Une sortie de crise beaucoup plus honorable. Le plus important, encore une fois, c'est que dorénavant, on devra faire en sorte que les problèmes qui se posent à nous soient réglés dans un cadre normatif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le président de la FIFA revient dans ses fonctions. Vous, les clubs, vous lui faites confiance aujourd'hui. Le président de la FECOFOOT, vous voulez dire? De la FECOFOOT. Il a été élu. Guy Blaise Mayolas, donc il revient. Donc vous lui faites confiance aujourd'hui. Mais le problème n'a jamais été lui en tant qu'être humain. Le problème n'a pas été lui. En tant que président, avec toutes ses prérogatives, bien sûr, mais il ne vous a pas écouté. Hein. Mais non, c'est pas ça. Puisqu'il avait été élu par les mêmes clubs que nous sommes. Simplement, au cours du mandat, il y a un certain nombre de problèmes qui se sont posés. Que nous pensions qu'il fallait qu'on s'asseye pour en parler. Ça, c'est pas fait. Il y a eu les conséquences qu'on a connues. Aujourd'hui, heureusement, et là, il faut remercier tous ceux qui ont contribué à ce qu'on en sorte par le haut, le président de la République, qui a donné des instructions fermes pour que la situation du Congo soit vue et que le Congo réintègre le concert des nations au niveau de la FIFA. Le Premier ministre qui a fait sa tâche, et bien sûr, le ministre des Sports, parce qu'il lui appartenait quand même en tant que chef du département des Sports, de remettre de l'ordre, de faire en sorte que la machine continue à rouler. Le reste... Est-ce que depuis là, quand même, il y a eu, vous, président de club, et le retour... Il y a eu une réunion il y a quelques jours où il fallait envisager le retour des compétitions devait se faire sous quelle forme. La réflexion se poursuit. Le moment viendra où la fédération décidera sous quelle forme les compétitions devront reprendre. Voilà, je sais que beaucoup de gens décrivent le football qui ne marche pas dans le pays, mais au point qu'on soit suspendu, c'était quelque chose d'inimaginable. Donc là, il faut tirer un coup de chapeau à tous les responsables qui se sont... Et qu'est-ce qui peut changer alors après cette crise? Est-ce que le dialogue va être plus souple que... C'est l'espoir qu'on a tous que la sortie de crise s'accompagne. Vous avez une première réunion, est-ce que... Oui, bien sûr, elle a été inclusive, tout le monde était là, des idées ont été mises sur la table, la réflexion va se poursuivre, des orientations seront dégagées, on le saura. Tout le monde souhaite qu'après une telle crise qui a duré 10 mois à peu près, où le désarroi était quand même palpable parmi nous, hein, tout le monde souhaite qu'aujourd'hui, que la gouvernance change, c'est-à-dire que de plus en plus, s'il y a des problèmes, qu'on crée les conditions pour les régler, avec l'implication de tous. Peut-être que oui, le pays a été sauvé in extremis de cette sanction de la FIFA, mais il y a aussi les clubs, donc l'équipe nationale, dans toutes ces catégories, qui a perdu toutes ces compétitions, même ceux qui étaient qualifiés, le CHAN, les plus jeunes, 17 ans et tout, on a tout perdu. Voilà, évidemment. Et ça, on n'a qu'à s'en prendre à nous-mêmes, parce que par moments, c'est pour ça que je disais, on ne pouvait pas continuer dans le sacrifice de cette jeunesse qui se donne à la pratique du sport, notamment du football. Notre équipe des U17 devait participer à la CAN des U17 qui s'est terminée il y a quelques jours. Nous n'avons pas pu participer parce que le pays était suspendu. Notre équipe du CHAN, qui s'est qualifiée brillamment sur le terrain face à l'équipe de la Guinée équatoriale, a été disqualifiée parce que le pays était suspendu. Notre équipe des A, les Diables Rouges seniors, ont loupé des matchs de qualification de la Coupe du Monde 2026. Vous regrettez cette parenthèse, puisque vous avez été l'un des acteurs principaux en tant que vice-président. J'aurais voulu que ça se passe autrement, voilà. Mais peut-être qu'à l'époque, on n'a pas exploré d'autres voies. C'est celle-là qui nous avait semblé la plus directe, mais j'aurais voulu que les choses se fassent autrement. J'aurais voulu que le Congo n'ait jamais été suspendu. Si c'était à refaire, alors? J'espère qu'on n'aura pas à le refaire.
Alors, on parlait tout à l'heure des Diables Rouges, mais les Diables Rouges, c'est aussi les différents clubs. Donc, vous êtes le président d'un club, donc AS Cheminot. Pendant toute cette période-là, ces clubs, quels sont-ils devenus? Ils sont en divagation, à l'arrêt. À l'arrêt. Les joueurs mis en congé. Nous sommes un championnat encore amateur. Et donc, quand c'est comme ça, les enfants sont à la maison, livrés un peu à tout. Dans un pays où la délinquance commet quelques ravages, vous ne savez pas le bien que vous rendez à cette jeunesse lorsqu'elle est occupée à pratiquer du sport, notamment le football, qui est le sport, la discipline la plus populaire. Donc, pendant 10 mois, bon, il faut aussi dire une chose. Quand cette crise arrive, le championnat était terminé. Simplement, la reprise des compétitions ne s'est pas faite à date prévue. Et donc, c'est tout ça qu'on déplore. Voilà. Les enfants étaient à la maison, livrés à eux-mêmes. Et les clubs, on n'a pas les moyens de les encadrer autrement que lorsqu'on a des compétitions. Parce que les moyens sont très limités. Donc, tout était à l'arrêt. Et c'est pour ça qu'on salue le retour à la normalité. Ça permettra à ce que les jeunes reviennent vers les stades d'entraînement, qu'on les occupe, comme c'est souvent le cas. Est-ce que dans ce genre de période, les clubs peuvent avoir, s'offrir certains exercices tels que vendre les joueurs, négocier avec... Dans cette période, on vous regarde pas? Vous êtes sur la liste noire? Lorsque vous êtes suspendu, vous ne pouvez pas échanger, vous ne pouvez pas avoir de relations avec les autres fédérations. Or, des joueurs qui doivent être transférés à l'international, ça suppose que les fédérations se parlent entre elles, puisqu'il y a un document qu'on appelle un certificat de transfert international qui doit être délivré par la fédération, d'où par le joueur, en direction de la fédération qui va recevoir le joueur. À partir du moment où on était suspendu, nous n'avions aucune relation avec aucune fédération dans le monde. On va revenir sur la vie des clubs, justement, qui fait le football, cette vie-là. C'est les clubs qui envoient des joueurs. Vous êtes président d'un club, AS Cheminot, un club plein d'histoires dans ce pays, avec des grandes derbies, Cheminot Diable Noir, Cheminot Étoile du Congo, des grands joueurs aussi, qui venaient gagner des matchs ici. Oui, des grands joueurs, évidemment. C'est devenu quoi alors à Cheminot? L'AS Cheminot a connu ses heures de gloire un peu concomitamment à l'apogée du chemin de fer. Faut pas oublier, beaucoup de gens le savent, d'abord, l'association sportive de Cheminot, c'est un club corporatif qui appartient au chemin de fer Congo-Océan. Et donc, tant que cette entreprise fonctionnait correctement, d'ailleurs, la plupart des joueurs travaillaient aussi, à ce moment-là, le club a atteint, on a gagné la Coupe du Congo 82, on a joué la Coupe d'Afrique, on a donné de grands joueurs à ce pays. Avec le déclin économique, avec le déclin du chemin de fer depuis les années 90, ça a été un peu moins bien et le club a été donc un peu laissé dans les mains de certains privés. Beaucoup de présidents sont passés, chacun faisant ce qu'il pouvait. Ce qui fait que le rayonnement du club s'en est trouvé un peu... Vous-même, vous avez hérité d'une ruine aujourd'hui. Non, on ne dit pas une ruine. On a hérité d'une équipe qui est là. La passion existe. Les supporters sont là. Le vivier, il est là. Et l'envie que les gens ont de jouer dans ce club est toujours présente. Maintenant, on est confronté à un problème de moyens. Vous savez, les finances d'un privé ne peuvent pas... Le club vit aujourd'hui grâce à la poche de son président. Ben, comme la plupart des clubs du Congo. Voilà. C'est quelque chose de particulier et de propre au Congo. Les clubs vivent par le mécénat. En sachant que le football ne rapporte rien. Donc, c'est vraiment des sacrifices que ceux qui gèrent les clubs font. Et il faut leur tirer un coup de chapeau parce que si vous n'avez pas de club, vous n'avez pas de football en réalité. Voilà. Ces gens-là sortent de leur poche, prennent de leur poche, se sacrifient pour faire vivre le football. Pour que si nous sommes encore là aujourd'hui à exister sur le plan du football, c'est pas parce qu'on a des joueurs qui jouent à l'extérieur. C'est parce qu'ici on a des clubs qui, tant bien que mal, dans la difficulté, continuent à pratiquer le football. C'est de l'amateurisme, hein, quand même. Ça reste de l'amateurisme, mais pour une raison assez simple. On n'a pas suffisamment de financement. Voilà. Alors, l'État, quand même, vous donne 7 millions de francs. Vous voulez pas en parler parce que ça... Non, c'est pas l'État. La fédération vous donne 7 millions de francs. Vous voulez pas en parler parce que ça représente rien pour... Non, c'est pas qu'il faut pas en parler. Il faut en parler, évidemment. Parce qu'on part de 0 à 7 millions. Une fois, en 2012-2013, l'État avait décidé d'une grosse enveloppe pour les clubs. 30 millions? Non, c'était en fait 50 millions par club. Mais de cette dotation, les clubs n'avaient reçu que 10 millions. Et elle n'a jamais été renouvelée, cette dotation. Depuis, les clubs sont livrés à eux-mêmes. Ceux qui ont les mécènes les plus forts, qui ont le plus de possibilités, arrivent à s'en sortir. Les autres font du surplace.
Les seuls moyens que nous recevons, mis à part ce que les présidents de clubs eux-mêmes mettent, c'est les 7 millions de la fédération. Au Cameroun, je ne prends que les pays autour de nous. Au Cameroun, par année, l'État donne à peu près 560 millions pour les 2 divisions. Au Gabon, c'est 65 millions par club en première division et 30 millions pour la division inférieure, donc la division 2. En RDC, à côté de nous, c'est à peu près 270 millions de CFA que l'État donne pour les clubs. Bien entendu, encore une fois, il y a des critères. Chez nous, c'est 0 centime. Donc, c'est grâce à la fédération que vous avez les 7 millions, sinon rien. Les 7 millions qui ne peuvent pas vous permettre de faire une saison entière. Et même quand vous avez gagné la Coupe nationale, la Coupe du Congo, ici, on est autour de 3 millions peut-être d'enveloppe. Bon, ça vous aide pas. Je vous laisse le montant si vous avez vu ce qu'il y avait dans cette enveloppe. Ça vous aide pas. Ça ne peut pas aider. Ça ne peut pas aider globalement. Parce que c'est quoi le problème? Pour qu'on soit compétitif, il faut qu'il y ait, en termes de moyens, qu'on soit tous pas très très loin. Ça permettra quoi? Que vous soyez capable de faire venir de bons entraîneurs, si vous ne pouvez pas les trouver localement, de faire venir des bons joueurs, si vous pouvez les trouver localement. Que l'État apporte sa contribution. C'est ainsi qu'on va s'en sortir. Nous avons gagné la Coupe d'Afrique 2007 des juniors. Il y avait l'implication de l'État. La formation. Il y a eu un centre de football qui a formé les jeunes. Ce sont ce genre d'expériences qu'il faut rééditer. Donc, on implore, on demande à l'État d'apporter la contribution de manière globale dans le sport. Mais puisque nous parlons de football, de manière plus particulière dans le football, nous avons 15 départements dans ce pays. Dans les 15 départements, il y en a 12 où on a au moins une enceinte sportive, notamment pour pratiquer du football. Ça veut dire que là aussi, l'État a fait des efforts. Maintenant, il faut continuer. Il faut continuer dans la motivation. Donc, il y a toujours dans certains départements où les stades sont devenus des terrains de chasse. Les joueurs, terrains de CBC, mais les grands joueurs de ce pays, oui. Certains sont arrivés de l'intérieur. Oui, bien sûr, allez. Certains sont venus de l'intérieur. Oui. Demandez aux Anjengapi, aux Kiemba Petit Pelé, d'où venaient-ils ces gens-là? Et autres. Voilà, les Ndonga Cyril, ils venaient d'où? Oui. Ils venaient pas tous de Brazzaville ou de Pointe-Noire. Donc à l'intérieur, il y a des talents, des joueurs. Ça c'est le rôle justement de l'État. On a vu l'État créer la Coupe du Congo, ne pas suffisamment de moyens. Mais cette coupe c'est le plaidoyer des clubs, c'est ça. C'est pour ça qu'on en appelle au ministre des Sports et au-dessus de lui, au Premier ministre et beaucoup plus haut, au président de la République, pour que un regard particulier soit mis sur le football pour permettre l'éclosion des talents. On en a dans ce pays, ne vous leurrez pas. D'accord. Alors, je crois que le plaidoyer, le message est passé par ce canal de poker. On va un peu, peut-être rapidement, quitter ce sujet, mais on va pas vraiment refermer sans pouvoir parler de la vie d'un joueur moyen au Congo. Vous êtes président de club. Est-ce que ça gagne sa vie de son art ou bien c'est des mendiants ou c'est des gens qui doivent faire autre chose et puis venir jouer le soir ou l'après-midi? C'est difficile. Quand votre vie dépend de la poche d'un autre individu qui lui-même a des charges sur sa tête, le traitement qu'on vous donne est aléatoire. C'est pour ça qu'on est encore au stade. Est-ce que vous signez les fiches de salaire quand même pour On ne peut pas. On ne peut pas. La plupart des clubs, il y en a un ou deux qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. Il y en a un ou deux qui arrivent à garantir à leurs joueurs un minimum mensuel pour s'en sortir. Mais la grande majorité des clubs dans ce pays vivotent. Mais parce que, essentiellement accrochés à la poche d'un dirigeant, qui est un être humain, qui a des contingences, voilà. C'est pour ça, en plus de la volonté qu'ils ont de mettre de leur poche, de se sacrifier, en plus du peu, et là aussi c'est pas du peu, mais enfin, de ce que donne déjà la fédération, que nous demandons aussi qu'il y ait un effort qui soit fait pour que cette subvention soit revue à la hausse. Il faut que l'État y vienne. Est-ce que finalement, vous avez, c'est vrai, des clubs, les équipements, après, on ne sait pas comment vous faites. Le président se débrouille à amener peut-être 25 maillots, et si celui qui fait déchirer son maillot pendant le match, c'est fini pour lui, on va aller voir le couturier pour essayer de réparer. Alors, maintenant, les victoires, puisque ça se prépare avec beaucoup de moyens, vous jouez au maraboutage, vous faites venir les féticheurs pour vous accompagner, vous allez dormir dans les cimetières et tout ça, et chez Mino, on le fait pas? Non, c'est des légendes, ça n'existe. C'est des légendes. Faut pas, moi, je ne parle que pour moi. Oui, pour Cheminot, oui. Et la pratique du foot aujourd'hui montre que le premier fétiche du football, c'est l'entraînement. C'est l'entraînement.
Et puis, il y a l'hygiène de vie du joueur. On ne va pas dormir dans les cimetières. Hein. On n'a pas besoin. Ce qui nous émerveille tous les jours à la télé, dans quel cimetière? Il faut qu'on arrête avec ça. Et si ça suffisait pour que l'Afrique ou qu'on soit meilleur, nos équipes nationales au niveau international on ne ferait que ça. Resteraient les premières places. Non, aujourd'hui, on sait tous aujourd'hui que le premier fétiche, c'est l'entraînement. Un joueur qui s'entraîne moins dans la semaine n'est pas bon le week-end, point à la ligne. Il passe les temps dans les bars. L'hygiène de vie. Voilà. Mais là aussi, on en arrive à quoi? Il est difficile que vous exigez d'un joueur qu'il ait une hygiène de vie irréprochable lorsqu'à part le football, il n'a pas d'autre moyen il ne sait pas comment s'en sortir en réalité. Et donc, on a tendance à parfois délaisser le football qui vous apporte des miettes pour chercher à gagner sa vie. Voilà. Le jour où on va commencer à les professionnaliser, ça donne un certain nombre d'engagements. Ils auront donc, nous on aura des devoirs vis-à-vis d'eux, eux ils auront des obligations. En ce moment-là, on verra que les performances vont forcément s'améliorer parce que le cadre est différent. Mais en l'état actuel des choses... 10 000 francs, 15 000 francs de prime de match, parfois moins. On ne vit pas avec ça. 500 francs de transport après les entraînements. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Plus de l'eau glacée. Je dis, on ne vit pas avec ça. Et il est difficile dans ces conditions de pouvoir tenir un joueur. Pour l'instant, on n'en a pas encore les moyens par rapport à d'autres. On sait que même à l'équipe nationale, il y a des joueurs qui font les crises de glycémie parce qu'ils n'ont pas mangé la veille. Je crois que ça s'est passé lors d'un match avec la RDC où un joueur est tombé. Bon, c'est des histoires peut-être de chez nous et grâce à vous et d'autres présidents de clubs qui sont avec vous, certainement il y a des efforts qui se font pour pouvoir relever les niveaux de votre... On se bat tous les jours et il faut qu'on comprenne que c'est une cause nationale. Nous n'y arriverons que si l'État s'implique. Monsieur Francky Louemba, vous êtes donc un grand responsable sportif, mais vous avez aussi roulé votre bosse un peu partout dans les aspects administratifs et politiques du pays. Récemment, donc, vous avez été directeur de cabinet adjoint du Premier ministre Anatole Koliné-Makuso, un homme que vous continuez à fréquenter, vous gardez les bons rapports. Est-ce que lorsque vous avez quitté le cabinet, que vous le voyez travailler, tout ça, est-ce que c'est un homme seul? D'abord, alors je veux corriger une chose, vous dites que je continue à fréquenter. Non, non, non. Le Premier ministre, c'est une partie de ma vie. Voilà, donc je suis avec lui tout le temps. C'est pas un homme seul, et même s'il l'est, mais j'ai envie de dire, c'est la rançon du pouvoir. Du pouvoir. Voilà, c'est pas un homme seul. Il travaille, il a des collaborateurs, il a un gouvernement qu'il conduit sous la férule du chef de l'État. C'est pas un homme seul. On l'a vu souvent prendre la parole lui-même pour expliquer certaines choses, alors que les ministres devaient se lever pour parler de certaines matières, par exemple. Il est le capitaine de l'équipe. J'aime cette formule d'une équipe de football. Vous avez l'entraîneur qui est sur le banc de touche, on suppose que c'est le président de la République, et vous avez le capitaine sur l'aire de jeu qui gère l'équipe. Il y en a un seul, généralement, qui est habilité à parler à l'arbitre, c'est le capitaine. Il y en a un seul qui fait toutes les formalités, c'est le capitaine. C'est le seul aussi qui endosse la responsabilité lorsqu'il y a des échecs. Donc, moi, ça ne me pose pas de problème. Je trouve normal, d'ailleurs, qu'en tant que chef du gouvernement, qu'il aille au-devant des problèmes et qu'il parle. Ça ne veut pas dire que les ministres ne sont pas responsables pour autant, mais il endosse tout le travail des ministres et il le rend, parce que c'est la responsabilité qui est la sienne. Depuis ce mois de mai, on l'a vu de temps en temps, quand il lui arrive de prendre la parole ou bien d'écrire quelques mots, c'est comme s'il esquisse un peu son bilan depuis 4 ans qu'il est à la tête du gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'il essaie de préparer l'opinion à présenter un bilan mitigé qui pourra ou ne pas être accepté? Le bilan n'est pas le sien en tant que tel, c'est le bilan du président de la République. Qui a choisi ces gens? C'est le président de la République. C'est le président de la République qui rendra compte aux Congolais. Il ne faut pas qu'on se trompe. Mais c'est lui qui donne les éléments de ce bilan. Hein. Il nourrit le bilan exécutif sort de lui. Mais il nourrit le bilan du président. Okay. Le Premier ministre, dans la perspective de l'élection présidentielle, n'aura pas de bilan à présenter aux Congolais. C'est le président. Et il l'a dit lors d'une interview à Jeune Afrique, nous rendrons compte aux Congolais. C'est lui qui l'a dit. Donc le Premier ministre, c'est pas qu'il esquisse chaque fois qu'il prend la parole un bilan. Simplement, il explique un certain nombre de choses. Enfin, je pense, hein. Il explique un certain nombre de choses, répond sans doute à quelques inquiétudes, mais
C'est il le souligne président. aussi les difficultés qu'il rencontre. Vous connaissez, malgré les ambitions qu'il avait, il s'est rendu compte qu'il y avait des difficultés quand même sur le parcours. Mais et il le partage en toute franchise. Est-ce qu'on pouvait imaginer que ce bonheur se déroule sans anicroche, que ce soit comme un couteau dans le beurre? C'est pas possible. Et même parfois, le beurre, quand il est congelé, le couteau, il rentre pas. Déjà, il faut se souvenir du contexte dans lequel il est nommé Premier ministre. Nous sommes en 2021. Nous avions à l'époque une crise depuis 2015, due à la faiblesse des recettes de l'État, qui elle-même vient de ce que les prix du pétrole avaient drastiquement chuté. Il y a eu la crise sanitaire. C'est dans ce contexte qu'il est nommé Premier ministre. À partir de ce moment-là, lorsqu'on a l'impression qu'on sort de la crise sanitaire, arrive la guerre d'Ukraine. Il connaît les défis. Bon, donc là aussi... Quand il prend ses fonctions, il connaît les défis. Mais bien sûr. Mais les défis, il faut les affronter, évidemment. Et il propose des réponses. Bah, bien sûr. 4 ans après. Oui, mais 4 ans après, le temps viendra pour qu'on fasse le bilan. Mais on ne peut pas occulter quelques avancées. N'oubliez pas quand même que lorsque lui, il arrive, et lorsque le président lui confie la responsabilité de conduire l'action gouvernementale, nous avions commencé un programme avec le FMI en 2019 qu'on n'avait pas pu conduire. Oui, 48 mesures, oui. Mais avant celui-là, on oublie qu'en 86, on avait un programme avec le FMI qui avait échoué. En 96, ça a échoué. On en a un autre qui a échoué en 2006. Et puis finalement, en 2019, donc on avait échoué 4 programmes avec le FMI. Donc, il nous fallait renouer avec les partenaires extérieurs. Non pas pour qu'ils nous apprennent comment gérer notre pays, mais pour qu'ils nous accompagnent sur la voie des réformes. C'était aussi un défi que le président lui avait demandé de relever. Ce défi a été relevé. On a passé haut la main les 6 revues qui nous donnent de l'honorabilité, de la crédibilité de votre la crédibilité. signature. Mais c'est important pour un pays d'avoir de la crédibilité à l'extérieur. Peut-être que ça vous permet aujourd'hui d'aller vous endetter et de vous surendetter d'ailleurs. Non. Ça va être peut-être l'héritage Si que vous allez laisser. Non, on pourra dire un mot sur la dette. Mais je vais d'abord revenir sur ça. C'était important de réussir ce pari, de finir le programme avec le FMI dans un pays où on n'avait connu que des échecs à ce niveau-là. Si revu avec terminé avec brio. Oui. Le mérite revient au président qui a cru qu'il fallait qu'on le fasse. Et au Premier ministre qui, respectant les instructions du président, a mené ces négociations avec le FMI. On y est arrivé. Ça a donné à ce pays à peu près 450 milliards d'aides et d'appuis budgétaires. C'était important dans un contexte où nos recettes fiscales, on avait du mal à les collecter. Donc, avec le FMI, le travail consistait aussi à quoi? À nous dire un peu ce qu'on faisait qui n'était pas totalement rationnel et qu'il fallait rationaliser. Nous permettre aussi de regarder au niveau de nos impôts, qu'est-ce qui doit être laissé? Où est-ce qu'on doit desserrer les taux? Voilà. Si on doit élargir l'assiette fiscale, quels sont les leviers? On a remarqué aussi dans cette période, puisque déjà on ne fait pas le bilan du Premier ministre, Poker il a vers lui pour lui poser les questions, mais quand même on a remarqué en cette période, le Premier ministre est obligé de se séparer de ses ministres des Finances, peut-être qu'il n'est pas satisfait de la façon dont les programmes sont conduits. Ou non, pourquoi? Il est obligé de se séparer. Les ministres sont partis, le programme est arrivé à terme. Donc, il n'y avait pas de problème. Il y a le dernier qui va, il reste pas longtemps aussi. C'est pas le programme d'un ministre. Okay. C'est le programme du gouvernement. Lorsque le FMI vient, ne discute pas seulement avec le ministre des Finances. Ces réformes concernent plusieurs secteurs. Dans l'agriculture, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que nous produisons très peu. On continue à importer en masse. Pour qu'on soit compétitif demain, pourquoi on a subi la crise ukrainienne? Mais c'est parce qu'on produit très peu. Voilà. Donc, des réformes, on vous dit oui, investir dans l'agriculture pour produire, pour pouvoir demain essayer de consommer. Mais rien n'est chose. C'est pas les apps qui vont faire changer les choses. Dans non, mais il ne faut pas dire que c'est pas les apps. Ah non, attention. Oui, mais ça change pas. Ça fait 4 ans que les apps sont là. Les marchés ne sont pas dopés. Le panier de la ménagère n'est pas dégrossi. C'est toujours un peu difficile. Les produits locaux, je parle des produits locaux, manioc, foufou et tout ce qu'on peut produire ici. Il n'y a pas très longtemps, là, le président était dans la Buenza, on avait une usine à propos du manioc qui transforme le manioc. On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. L'usine ne fonctionne pas encore, il faut attendre. Oui, mais parce qu'on n'a pas la matière première, il faut planter et puis attendre que l'usine fonctionne. J'ai fait la route il y a 2 jours. Avoir la patience. J'ai fait la route il y a 2 jours sur la nationale. J'ai vu comment le manioc, on en achetait pour abonder, pour donner à cette usine la matière première. Mais au-delà,
Quand vous avez des usines comme ça qui s'installent, on nous demande à nous aussi de faire un effort considérable dans notre, comment dire ça, l'attrait que nous avons pour la terre. On a un problème. Le problème, c'est que nos logiciels doivent évoluer. Dans ce pays, pendant longtemps, on a cru que la fonction publique était le principal débouché. On a délaissé d'autres secteurs. Donc, il faut aujourd'hui faire un effort considérable pour ramener une catégorie d'individus vers les travaux de la terre. Vous aurez pu commencer par là. À l'époque, vous étiez encore... enfin, vous êtes toujours avec lui, le Premier ministre. Mais c'est ce qui se fait. Les 12 batailles. Mais les apps consistent à quoi exactement? C'est ça. Ramener les gens. Mais vous savez, il y a des habitudes qui ont la vie dure. Hein. Voilà. Et là, c'est aussi une interpellation pour la jeunesse. Si elle ne s'implique pas dans ce domaine qu'est l'agriculture, on aura toujours du mal à atteindre créer les conditions. Bien sûr. Bien sûr. Attirer les jeunes à l'agriculture. Les mécanismes existent. Mettez les salaires intéressants dans l'agriculture. C'est pas toujours de l'auto-emploi. On peut aussi accompagner les jeunes avec des rémunérations intéressantes. Ailleurs, je prends un pays que je connais, la première entreprise de la France, c'est l'artisanat. C'est pas des gens qui sont employés par quelqu'un, c'est des auto-employeurs. Donc, faut pas dire... Il faut commencer par les encourager, créer le cadre et mettre les moyens. Les mécanismes existent. Le FIGA par exemple, quand on dit impulsion, il y a quoi dans impulsion? On parlera de ça. Non, on parlera pas de ça. Dans nos prochaines émissions. Mais le fond d'impulsion. Parce que si vous voulez qu'on creuse là-dessus, on risque non, mais c'est pas le but. de soulever les vers des terres et les serpents venimeux. Je pense que c'est pas le but de l'émission. C'est pas l'objet. Mais il faut déjà mettre en avant les dispositifs qui existent. Quitte à ce qu'on dise, ils fonctionnent un peu moins bien, améliorons-les. Mais il faut déjà promouvoir ce qui existe. Le problème dans ce pays, c'est que parfois, quand les dispositifs existent, personne n'en parle. Et on a l'impression qu'il ne se passe quasiment rien. Quand vous citez le FIGA, c'est un dispositif qui existe depuis un moment, mais vous savez la catastrophe après. Non. Aujourd'hui, le FIGA est en train, je peux le dire, au regard de ce que nous voyons tous, commence à jouer véritablement son rôle. Oui. Voilà. Peut-être que le FIGA aussi avait besoin d'une propre impulsion pour impulser. On va le dire comme ça. Merci. Il est jamais trop tard pour bien faire. Le FIGA est, maintenant, on peut le dire, en train de véritablement jouer son rôle. Je vous sens prêt aujourd'hui à défendre à côté du Premier ministre ou bien sous son autorité toutes ces actions, ce mandat, les 12 batailles. Mais peut-être qu'il nous faut un nouveau poker, un nouveau jeu, où vous viendrez tirer cette carte-là. Vous permettrez. Oui, je vous laisserai le temps de... Non, pas de conclure. Vous permettrez que je dise une chose. Oui. On cherche des bilans. On dit, oui, mais qu'est-ce qui a été fait? Il y a des réformes aussi qui ont été accomplies dans ce pays. Voilà. Et il y a eu, vous êtes cassé les dents sur la réforme de l'électricité. Oui, d'accord. Vous parlez très peu de l'augmentation du SMIC, qui est passé de 50 400 à 70 400. Vous parlez très peu de cette réforme des retraites. Vous savez que cette réforme, elle est intéressante, ça aide beaucoup de gens, c'est vrai, mais elle arrive un peu tard aujourd'hui par rapport au coût de la vie, quoi. Je répète, qu'est-ce qu'on fait? Par rapport au coût de la vie. On ne peut pas faire et le faire un peu tardivement. Non, mais après, il faut continuer. Bon, je parle la réforme des retraites. Dans ce pays, beaucoup sont partis à la retraite à 55 ans. Mais c'est parce qu'à l'époque, la loi, on mourait dans ce pays quand on avait 48 ans. Donc, on disait à 55 ans, il faut arrêter de travailler. On s'est rendu compte qu'on vivait plus longtemps et que 55 ans n'était plus l'âge où on pouvait partir à la retraite. Mais pendant longtemps, beaucoup sont partis à la retraite, la mort dans l'âme, parce que toujours encore apte à donner. C'était devenu un système un peu pervers. Ceux qui pouvaient s'accorder des prolongations se les accordaient au détriment du grand nombre. On a relevé l'âge de départ à la retraite de 60 à 70 ans, évidemment selon les catégories. Mais ce sont des avancées sociales. Alors, c'est vrai qu'on me dira, oui, ben, écoutez, le progrès, il est aussi social. Les jeunes aussi attendent de l'emploi, ça c'est le grand chapitre, mais peut-être, je vous rappelle, Poker est disponible à recevoir et on va discuter de ces questions-là. Je suis tout à fait d'accord qu'évidemment, le gros chantier qu'on a, et c'est pas pour rien que le président avait décidé qu'il y ait une année de la jeunesse. On aurait pu avoir des jeunes que vous occupez dans le sport, par exemple, qui peuvent gagner leur vie. Mais jusque-là, vous n'arrivez pas. Justement. Nous arrivons déjà à les encadrer modestement. Oui. On a besoin d'un grand coup de pouce pour que, je l'ai dit tout à l'heure, pour qu'ils vivent de ce métier qu'ils ont choisi de pratiquer, il faut qu'on soit aidé pour qu'on les aide. Donc, c'est un plaidoyer, c'est un cri. C'est ça qui a justifié votre colère dernièrement, en septembre 2024 ? C'était un tas de problèmes, voilà, sur le fonctionnement
de notre structure qui était la Mais là, fédération. quand Mayolas revient, il a le couteau, plutôt le couteau ou le pistolet sous la tempe. Si ça marche pas, vous le débarquez ou bien vous le laissez terminer quand même son mandat? Il est élu. Okay. Il est élu. Vous le saviez aussi en 2024 qu'il était élu. Oui, c'est vrai. Mais vous avez tenté un coup, hein? C'est pas faux, oui. Mais là, on a compris qu'il est élu et qu'il devra terminer son mandat. Point la ligne. Merci beaucoup à Monsieur Francky Luemba d'être venu à Poker. Le temps passe vite et merci pour votre patience. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. Nous recevions Monsieur Francky Luemba. Il est le président de la section football de l'association sportive Les Cheminots. Avec lui, on a parlé de cette crise qui est maintenant derrière nous, la FECOFOOT, mais aussi de la vie des clubs, pourquoi pas de son regard politique des questions de la vie nationale. Merci et à jeudi prochain. Pour toute participation à l'émission Poker, nous contactez par WhatsApp au 06 661 00 60.